Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air de marcher très bien. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Guillaume Dessart, je suis chargé du développement du Musée national de Monaco et je suis par ailleurs le commissaire de l'exposition Pasolini en clair-obscur qui se tient à la Villa en ce moment jusqu'au 28 septembre. On reçoit ce soir Bartolomeo Pietromarchi, qui est lui historien d'art, commissaire d'exposition, qui a été le directeur du Maxi à Rome, qui a été un grand commissaire d'exposition, qui est toujours un grand commissaire d'exposition, mais qui a fait en particulier une exposition qui moi m'avait beaucoup inspiré, beaucoup plu, sur Pasolini en 2022. Donc nous allons discuter ce soir de Pasolini, de son rapport au cinéma et en particulier du film Médée qui sera projeté à l'issue de ces 30 minutes de conversation. Alors pour commencer, je vais simplement vous rappeler qui était Pasolini pour ceux d'entre vous qui n'en auraient pas une idée très précise. Pasolini est né en 1922, il est mort assassiné sur la plage d'Ostie dans des circonstances jamais élucidées en 1975. Il a été poète d'abord, il a été écrivain, romancier, il a été ensuite scénariste, réalisateur. Il a été un polémiste très, très virulent, très engagé politiquement. Il était membre du Parti communiste italien avant d'en être exclu à cause de ses mœurs jugées trop libres. Il était homosexuel, exclu pour ça, mais il est resté marxiste jusqu'à la fin de sa vie. Il est entré au cinéma un petit peu par hasard, par le biais des scénarios. Il a participé à une vingtaine de scénarios avant d'écrire pour Fellini 2 scènes de la Dolce Vita. Et c'est Fellini qui va lui, si je puis dire, mettre le pied à l'étrier en lui proposant de réaliser son premier film qui sera Hackathon en 1961. Voilà, c'est pour resituer un petit peu le contexte. Bartolomeo, peut-être, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément que je viens de le faire, quelles sont les circonstances dans lesquelles Pasolini arrive au cinéma? Pourquoi d'abord est-ce qu'il choisit de faire du cinéma alors qu'il était déjà très connu comme poète et comme romancier? Oui. Merci Guillaume, je suis très content d'être ici ce soir pour l'invitation, mais aussi pour cette très belle exposition que j'ai vue. Et j'ai un tout petit peu participé aussi au catalogue, mais quand même, je dois dire qu'une exposition très précise et très pontue sur la relation entre Pasolini et le cinéma. Et donc, dans la première étage de l'exposition, on a des chambres vraiment très précises sur la relation entre différents thèmes qui ont inspiré pas seulement le cinéma de Pasolini, mais aussi toute sa production artistique. Et donc, par exemple, la relation entre l'histoire de l'art, entre la politique, entre le néo-réalisme, parce que ça c'est une chose très, très importante qui, en effet, c'est un peu au début de la raison pourquoi le Pasolini a commencé à faire du cinéma. Et donc, lui, il travaille pendant, tu l'as dit, entre le 161 jusqu'à le 75. Donc, on parle seulement de 14 ans. Et dans 14 ans, il fait 12 longs métrages, 6 documentaires, 4 épisodes dans des films collectifs. Et bien sûr, il écrit
des scènes, et pas seulement pour Fellini, mais aussi pour Bertolucci, et voilà, et pour autres mises en scène, metteurs en scène. Et donc voilà, et encore plus que ça, sur le cinéma, il écrit beaucoup d'articles, d'essais. Il a une production énorme sur la question du cinéma. Donc c'est pas une chose collatérale, c'est pas une chose c'est par hasard. C'est vraiment central dans sa vision de la production artistique et sa vision de le langage. Parce que c'est ça, en effet, que, pour répondre à ta question, que Pasolini commence à trouver dans le cinéma, dans le langage du cinéma, quelque chose qui peut l'aider à surpasser la question de la littérature et de la poésie. Donc lui, il est dans ce moment-là dans un état de crise avec la littérature. Il comprend pas, il n'est pas d'accord avec les autres écrivains italiens surtout. Il est très en contraste avec la société italienne, avec la politique italienne, avec les autres écrivains. Donc il se sent complètement isolé. Et la moyenne pour commencer à trouver une autre façon de parler directement au public et donc sauter dans une certaine manière l'élitarisme de la littérature et de la poésie, c'est vraiment dans l'image et dans le média du cinéma. Ça, c'est quelque chose qu'on peut préciser, c'est qu'en effet, il n'a jamais eu un point de vue surplombant, il n'a jamais méprisé ses lecteurs ou son public. Au contraire, il a passé beaucoup de temps et d'énergie à correspondre avec eux dans des petites revues communistes. Voilà. Il répondait aux lecteurs de longues lettres, il a pris beaucoup de temps. Enfin, c'était une grande partie de sa vie. À un moment donné où déjà célèbre, déjà fortuné, il aurait pu passer à autre chose comme beaucoup l'ont fait. Il n'a jamais eu cette condescendance et en effet il a pu trouver dans le cinéma un moyen d'expression qui touchait un public bien plus large que la littérature et la poésie. Absolument, et il commence en effet avec Acatone et Mamma Roma sur le domaine de le néoréalisme, donc de Visconti, de Rossellini, de Sica. Voilà, c'est un lieu que pour lui, qu'il avait écrit ses premiers romans vraiment sur le domaine du néoréalisme, trouver une autre manière de parler de la vie vraie, de la vraie vie. C'est quelque chose qui ouvre complètement une autre dimension qui se permet de se rapprocher beaucoup plus à la vraie raconte de la vraie vie. Donc ça, c'est la première façon, la première commencement de centre d'intérêt. Et après ça, dans la moitié des années 60, le cinéma devient aussi un média politique. C'est pas seulement pour raconter, mais c'est aussi pour commencer à dire des choses contre et en contraste avec la situation culturelle et la situation politique italienne. Et donc, on va voir après, on va parler de ça. Et l'un des thèmes les plus importants pour Pasolini, c'est la dimension archaïque. Et donc, la recherche de la préservation d'une culture contadine et d'une culture archaïque qui est en train de complètement disparaître aux causes du système capitaliste qui est en train de standardiser le langage
et détruire complètement toute la différence des cultures, et surtout en Italie, vous pouvez bien comprendre ce que ça veut dire, parce que jusque-là, l'Italie, c'était une crogiolo de différentes cultures, de différentes traditions, et qui, avec la télévision surtout, lui, il est contre complètement la télévision et le langage médiatique de la télévision, et il est en train de dire, voilà, ça c'est quelque chose qui va détruire notre vraie identité nationale, il va détruire complètement tout ce que nous étions. Et c'est pour ça aussi qu'il commence à regarder beaucoup plus à l'histoire de l'art. Ça c'est important, peut-être que le public ne le sait pas, mais les premiers poèmes de Pasolini ont été écrits dans un dialecte, celui de sa région, la région du Frioul, et oui. Il a eu à cœur de le maintenir vivant, donc de faire le choix d'écrire des poésies pour finalement un petit nombre de personnes, puisque tous les Italiens ne peuvent pas comprendre le friolan. En réalité, c'est comme si on choisissait d'écrire des poésies en breton. C'est un peu une comparaison un peu cavalière, mais ça permet de comprendre quelle est l'idée dans cette optique, en effet, de maintenir vivante cette tradition italienne qui venait de loin. Ça explique aussi son admiration, par exemple, pour Ezra Pound. Dans l'exposition, il y a un film très joli d'une vingtaine de minutes où Pasolini et Ezra Pound se rencontrent à Venise et discutent. Et c'est d'autant plus étonnant, si on ne connaît pas ça, que Ezra Pound était un poète moderniste américain, mais qui a collaboré avec les fascistes, et que Pasolini était communiste, son frère a été un résistant, enfin, il est très ancré, très à gauche, mais Ezra Pound et lui se retrouvaient quand même sur le plan plus élevé de la poésie, et notamment d'une même détestation du capitalisme. Pour Ezra Pound, c'est l'usure, et pour Pasolini, c'est la nostalgie d'une Italie pré-industrielle, justement, peut-être sans doute il la rend un peu trop belle, mais il la rêve, c'est une Italie rêvée, mais en tout cas c'était très, très profond, très important pour lui. Et là je pense que ça offre une transition pour parler de la trilogie de la vie, oui, qui était justement ces 3 films, le Décaméron, les Contes de Canterbury et les Mille et une nuits, qu'il a écrit dans cette idée de célébrer une sorte de sexualité innocente. Du corps, oui, c'est quelque chose que encore je reviens un peu sur le langage, sur la littérature. C'est la littérature qui n'est pas plus capable de raconter la contemporanéité, qui n'est plus capable vraiment de parler au peuple, à les gens. Et donc, ce qu'il fait, c'est un travail sur le langage. Et donc, on va voir aussi, Médée, c'est absolument ça. C'est quelque chose qui retourne à un pré-langage. Un pré-langage, il y a très peu de dialogue, il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de recherche dans vraiment l'archaïsme de la religion, de la sacralité et tout ça. Parce que vraiment, il pense qu'à travers ça, il peut parler de la contemporanéité et de ce qu'on est en train de perdre. Nous sommes en train de perdre. Mais bien sûr, un des thèmes les plus constantes de toute sa production cinématographique, c'est l'idée de la tragédie. La tragédie dans la Catone et Mamaroma, donc depuis le commencement, c'est un voleur et une prostituée qui devient des sortes de mythes, de personnages de la tragédie, et donc il rentre dans l'histoire, dans la grande histoire, dans la grande tradition du conte de la tragédie. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'il arrive
à Médée, il arrive à Édiporé, et après, toujours, il a cette relation avec cette manière de raconter la tragédie dans le domaine contemporain. C'est intéressant en fait. Pasolini était un homme coupé en deux. C'était quelqu'un qui était à la fois moderne et anti-moderne. Si. Et ça, c'est une idée peut-être que tu voudrais développer Non, un peu. Absolument. Donc ça c'est... Mais tu sais, on doit comprendre que il travaille entre le 61 et le 75. Ça c'est une période où est-ce que tout change complètement. Donc on est dans le 61 dans une situation du néo-réalisme après la guerre, dont il y a les grands metteurs en scène italiens qu'on a dit avant. Mais après, Médée, c'est du 69. 69, on est dans le domaine de la révolution des costumes, dans la révolution. Donc, il est le témoin d'une transformation sociale et culturelle, je pense, la plus incroyable qu'un homme peut vécu. Et donc, voilà, c'est pas seulement lui, cette relation entre la modernité et la tradition et l'antimodernité qui sont les thèmes qui deviennent. C'est vraiment les thèmes qui sont la discussion. Mais lui, il devient vraiment le paladin de ce qu'on est en train de perdre et on est en train de cacher. Là, on parlait de Médée, peut-être rappeler qu'il a réalisé un film en 67 sur un thème issu de la tragédie grecque, Édipe Roi. Au fond, Médée, c'est son second film qui met en jeu cette idée de la tragédie. Et dans sa filmographie, voilà, il a réalisé 11 longs métrages. C'est une part importante, ça montre à quel point est-ce que c'était quelque chose qui était présent à son esprit. Oui, donc j'ai noté une petite phrase qu'il dit pour comprendre la force et la conviction de Pasolini. Vraiment qu'il était en train de combattre contre cette situation. Cette approche fanatique de l'idée de progrès a conduit à un véritable génocide culturel contre l'identité paysanne de notre pays, à travers des processus d'urbanisation et d'industrialisation d'une rare férocité. Voilà. Donc aussi les paroles sont absolument très importantes. Et donc Médée, vous savez, c'est la protagoniste, c'est Maria Callas. Maria Callas, c'est le seul film qu'il a fait. Elle était très amie de Pasolini. Dans quelque manière, elle était la figure qui elle idéalisait la figure de sa mère. Donc quelque chose vraiment très profond. Il était complètement amoureux de Maria Callas, dans une manière idéale. Et platonique. Platonique, bien sûr, mais aussi très profond. Et donc, il mit dans ce personnage, dans ce film, vous allez voir, toute sa passion et toute sa problématique entre un fils et la mère. Et donc, beaucoup aussi de psychanalystes ont travaillé sur ça. Parce que, comme vous savez, Médée, c'est une topos de la trahison, de la question entre la mère et les fils. Et donc, voilà, tout ça revient complètement dans cette mythe, dans cette tragédie. Donc, l'idée, c'est... Mais une autre chose, c'est très important sur Médée, vous le voyez, c'est la moyen de filmer. Parce que
lui, il est à ce point-là, il était très fameux, donc il avait des moyens pour faire des vrais films, et donc avec une grosse production. Les scènes sont filmées en Grèce, en Italie, une grosse production, c'était une grosse production. Mais lui, il avait une caméra à la main. Et avec cette caméra à la main, il faisait de petites tailles, des choses qui l'intéressaient au dehors de la vision, comme on peut dire, institutionnelle ou professionnelle. Voilà, professionnelle. C'est plutôt le mot, c'est professionnel. Et après, dans le montage, il a utilisé dans le 30% de ce qu'on va voir, c'est ces registrations. Donc c'est quelque chose de très très contemporain. C'est des metteurs en scène très contemporains qui ont utilisé cette manière de la caméra à main, de l'image volée, de quelque chose que c'est pas c'est quelque chose que le réalisateur est en train de voir, mais qu'il veut que ça passe cette vision latérale, non? Quelque chose qui est mis en discussion, la vision frontale, professionnelle. Voilà, et ça, c'est d'une modernité et d'une contemporanéité incroyable. Ouais, ça, je suis d'accord. Beaucoup des films de Pasolini débordent l'histoire du cinéma et entrent presque en relation avec l'histoire de l'art contemporain. Et c'est d'ailleurs dans Médée, dans l'exposition, il y a un petit extrait où on voit Fabio Mauri, oui, qui est un artiste italien important, qui n'est pas crédité au générique, mais qui joue le rôle du roi Pélas, à qui Jason rapporte la toison d'or. C'est un moment important, puisque ça souligne en fait la grande proximité de Pasolini avec Fabio Mauri, et à travers Fabio Mauri avec l'art de son temps. Puisqu'en 1975, Fabio Mauri réalise une performance qui s'appelle Intellectuelle, une performance de mon point de vue très belle, très forte, durant laquelle il projette sur Pasolini, qui est assis sur une chaise, son film L'Évangile selon Saint Jean. Et j'aimerais peut-être que tu nous racontes un petit peu cette histoire. Ça, c'est une relation très très importante, parce que en effet, Pasolini, il n'était pas du tout intéressé à l'art contemporain. Il était plutôt intéressé à l'histoire de l'art. Et on a vu dans l'exposition toutes les relations avec Pontormo, avec Caravaggio, avec toutes les références de l'histoire de l'art qui sont vraiment quelque chose pas seulement esthétique, mais aussi vraiment de la pensée. Parce que dans la ricotta, voilà, la déposition de Rosso Fiorentino, c'est une construction qui va complètement au-delà de la composition esthétique, mais c'est quelque chose que vraiment sont une recherche entre les visages, entre les personnes il revient sur le peuple, sur une situation absolument très proche de ce qu'il était en train de chercher. Et donc aussi le Caravage, non, le réalisme du Caravage, c'est plutôt l'intérêt sur le sujet. Et donc il n'est pas du tout intéressé à ses contemporains artistes. Mais il y a cette liaison d'un artiste extraordinaire que c'est Fabio Mauri. Aussi ici pour la question des thèmes. En effet, on voit Fabio Mauri dans Médée, mais après Fabio Mauri, il demande à Pasolini de se prêter son corps pour une projection de son film sur ce buste. Ça va rester dans l'histoire de l'art, absolument, parce que c'est quelque chose qui ça pointe l'intérêt
que Pasolini avait sur le thème du corps. Et donc, on va arriver à Salò et les 120 journées de Sodome. Que, en effet, c'est le dernier film de Pasolini, le plus terrible, le plus politique, parce que en 75, on est en train, en Italie, d'arriver à le commencement de l'état de terreur, de la terrorisme. Et donc, il y a une restriction des lois sur la liberté personnelle. Et sur ça, Pasolini et Fabio Mauri se rencontrent sur l'idée qu'ils sentent que le fascisme est en train de retourner et qu'il est en train de limiter la liberté personnelle pour un intérêt d'État plus haut, que personne ne comprend vraiment, parce que non, c'est absolument c'est absolument contemporain. Oui, absolument contemporain, mais aussi sans raison, comme on dit, arbitraire, absolument arbitraire. Il n'est pas passé pour le gouvernement, pour le Parlement, mais il est passé directement avec la police et avec le pouvoir de l'État. Donc sans raison, et ce qui aussi s'est passé après les attentats des tours Gemeaux du 11 septembre. Le 11 de septembre. Voilà, il y a eu une restriction radicale sur la liberté personnelle, sur tout le contrôle des communications, et voilà, et sans vraiment une raison partagée avec le Parlement et discutée avec eux. Donc voilà, ce moment-là, c'est le plus critique, et donc, en effet, il finit avec l'assassinat de Pasolini en 1975 à Lido di Ostia, et que c'est une chose de laquelle on est en train encore de discuter, que personne n'a compris, parce qu'il y a eu une million d'interprétations, de suppositions, de toutes les façons, parce que c'est un des mystères irrésolus de Pasolini et de ce qu'il a laissé aux contemporains. Et après, je peux dire encore que voilà, c'est pour ça aussi que Pasolini est encore si vif et si présent dans la culture contemporaine, pour ses positions très 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 critiques et très liées à la dimension de la liberté personnelle, dont le corps c'est central dans la pensée de Pasolini, parce que le corps c'est devenu vraiment le champ politique de la contemporanéité, et ça c'est encore là, c'est encore discuté, et c'est encore... Oui, ça c'est un aspect vraiment du génie de Pasolini incontestable, c'est la manière dont il a anticipé avec 50 ans d'avance les problèmes d'aujourd'hui. C'est qu'avec une forme de préscience comme ça, ou de grande sensibilité, il a vu très tôt les prémices de ce qui est devenu notre monde contemporain. Absolument. Et ça, si vous lisez aujourd'hui les écrits corsaires, c'est frappant. En fait, les écrits corsaires, c'est un recueil de textes qu'il a donnés au Corriere della Sera, de grands journaux italiens. Et ces textes semblent avoir été écrits pour notre temps. Ouais. Et il a vu vraiment, à partir de petits indices, ce qu'allait devenir nos sociétés. Absolument, absolument. C'est la contemporanéité, c'est ça que les artistes contemporains continuent à approcher
à Pasolini, pas seulement pour son personnage, non? Qu'il était quand même très contemporain, parce qu'un intellectuel il était un intellectuel, un artiste à 360 degrés sur la littérature, la poésie, l'écriture, la mise en scène, les articles dans les journaux. Et voilà, c'était vraiment ce qu'on appelle un intellectuel engagé. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Ça, c'est une chose qu'on peut dire, c'est que d'ailleurs c'est ce que montre l'exposition de la Villa Sauber, et notamment au premier étage, et c'est ce que montrait très bien ton exposition au Maxi, c'est à quel point est-ce qu'il est une figure vivante pour les artistes d'aujourd'hui. Oui. Ils sont très nombreux à le citer, à le commenter, soit en utilisant directement des images de ses films, en travaillant sur la matière même de son cinéma, soit en citant certains de ses textes. Il y a plein de manières de travailler autour de Pasolini. Les artistes contemporains ne s'en privent pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que parmi les artistes de son temps, à part peut-être Antonioni, où il y a une descendance formelle, on va dire, ouais, qui est encore présente, même les grands réalisateurs comme Visconti, Rossellini n'ont pas laissé cette trace-là. Ils sont toujours regardés, ils sont toujours aimés, mais on ne peut pas dire qu'ils inspirent les artistes d'aujourd'hui comme Pasolini les inspire. Absolument, absolument. C'est vraiment encore un corps vif, un corps pulsant, et donc et surtout c'est pas une question italienne, c'est une question mondiale, parce que j'ai trouvé artistes de tous les pays, vraiment de tous les pays, qu'ils ont compris au-delà de la question plus contextuelle, historique, parce que Pasolini il parlait vraiment de choses très 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 précises. Il faisait des batailles politiques contre la démocratie chrétienne, contre les lois sur l'abort. Donc il était vraiment très 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 contextualisé. Mais après, avec ces films-là, et dont Médée c'est un des plus incroyables, et les plus, on peut dire, exemplaires, sur le fait de retrouver cette dimension mythique dont la tragédie grecque est encore absolument impossible à supérer. Et voilà, mais encore on est en train de comprendre la vision de Pasolini dans la dimension et dans la perspective contemporaine. Merci Bartolomeo, on va pouvoir passer au film.